Bienvenue à cette présentation sur la culture américaine dans laquelle vous vous apprêtez à plonger au courant des prochains mois. Afin de bien préparer votre séjour, notre équipe, composée de Geneviève Audesse, Karine Brouillette, Mireille Gauthier, Claude Giguère, Steven Ouellette, Hugo Paradis et Anne Rouillard, vous a préparé une formation pré-départ afin d'en savoir plus sur ce qui vous attend. Celle-ci a été préparée dans le cadre du cours « Relations humaines dans les affaires internationales ». Les sujets traités dans le cadre de la présentation sont les suivants. Nous débuterons par une présentation sommaire des États-Unis. Ensuite, nous aborderons les différentes dimensions de la théorie d'Ofsted, suivie d'une analyse de la gestion des ressources humaines aux États-Unis et de la culture américaine. Pour terminer, nous présenterons des réalités qui peuvent surprendre, telles le droit du port d'armes à feu, l'absence d'obligation de porter secours et les politiques permettant le test de consommation d'alcool et de drogue. Les États-Unis constituent le troisième pays le plus peuplé au monde. En date d'aujourd'hui, sa population est composée d'environ 330 millions de personnes. La première langue parlée au pays est l'anglais, avec une proportion d'environ 78%. L'espagnol suit comme deuxième langue parlée, avec une proportion de plus ou moins 13% de la population qui l'utilise. Il n'est pas étonnant de constater que l'espagnol occupe ce rang aux États-Unis, puisque les hispanophones provenant de l'Amérique latine constituent la majeure partie de l'immigration aux États-Unis. Le président actuel est Donald Trump. La capitale des États-Unis est Washington. La monnaie utilisée est le dollar américain. Les cartes illustrées dans cette diapositive présentent les résultats de la dernière élection fédérale et les croyances religieuses dans chaque État. On constate, à la lecture de ces cartes, que le Parti républicain a été nommé vainqueur des dernières élections et que la religion chrétienne demeure la plus prédominante au pays. Outre les allégeances politiques ou religieuses, les États-Unis sont reconnus pour être particulièrement éclectiques d'un État à un autre. En effet, la côte ouest présente une mentalité tout à fait différente de celle qu'on retrouve dans les États du Sud. En effet, les résidents d'États tels que Washington ou la Californie sont des gens ouverts sur le monde et les nouveautés, comme en font foi la présence de la Silicon Valley et Hollywood en Californie. Au contraire, dans les États du Sud, tels le Texas et la Louisiane, le stéréotype qui marque encore aujourd'hui l'imaginaire des gens est le terme « redneck » utilisé pour désigner les gens vivant en milieu campagnard. Malgré ces disparités de religion, de culture et de mentalité entre les différents États, il demeure que tous les citoyens présentent un point commun. Ils font partie d'un peuple fier de ses origines. Les États-Unis constituent le premier partenaire d'échange international pour le Canada. Ils constituent pour nous un marché 10 fois plus grand que celui auquel nous avons accès à l'intérieur de nos frontières. Il est tout naturel que le Canada et les États-Unis aient la relation d'échange la plus importante au monde, comme nous sommes voisins. Les États-Unis représentent la deuxième plus grande économie au monde. Ils bénéficient du 6e rang mondial pour la facilité d'y faire des affaires. Le risque du pays est classé faible selon l'organisme EDC. Les industries clés du marché états-unien sont celles œuvrant dans les domaines de l'automobile et du transport lourd, l'aérospatial, des produits du savoir, de l'énergie, huile et gaz, des télécommunications et les industries du savoir. Maintenant que nous vous avons présenté un bref portrait du pays étudié, mes collègues Geneviève et Anne vous présentent l'analyse des États-Unis selon les dimensions culturelles de Ofsted. Nous allons maintenant voir la culture, ou plutôt décomposer la culture, selon la théorie des dimensions culturelles développée par Jeff Ofsted. Jeff Ofsted est né le 2 octobre 1928 à Haarlem, aux Pays-Bas. Il est spécialisé en psychologie sociale et est professeur d'anthropologie et de gestion à l'Université de Maastricht. C'est dans une vision structuraliste que certains auteurs, dont Ofsted, qui est à l'étude dans ce présent travail, ont décomposé la culture en dimensions dans le but de pouvoir les comparer d'un pays à l'autre. Ofsted a développé son modèle original en référence à
de questionnaires administrés à plus de 100 000 cadres de filiales de la multinationale IBM, implantée dans plus de 50 pays, portant sur l'analyse des valeurs des employés. Cette étude s'est déroulée entre 1967 et 1973. Nous pouvons noter que Hofstede, c'est un ancien employé d'IBM International, où il a commencé à travailler en tant que formateur en gestion et gestionnaire de recherche. Il a fondé et dirigé le Personal Research Department. Hofstede et ses collaborateurs ont d'abord identifié 4 dimensions, puis 5 et puis 6. Ce sont ces 6 dimensions que nous allons voir. Je vais vous présenter les 3 premières dimensions et ma coéquipière Geneviève va vous présenter les 3 suivantes. Donc, les 6 dimensions à présenter sont la distance hiérarchique, l'individualisme versus le collectivisme, la masculinité versus la féminité, le contrôle de l'incertitude, l'orientation à long terme et l'indulgence. On peut noter que la mesure de toutes ces dimensions se fait sur une échelle de 1 à 100. La première dimension, qui est la distance hiérarchique. C'est une distance qui mesure le degré d'acceptation d'inégalité du pouvoir par les individus qui détiennent le moins de pouvoir, ainsi que le respect vis-à-vis l'autorité et la hiérarchie. Comme on peut le voir ici sur le graphique, les États-Unis ont obtenu un résultat de 40. Ce qui est un résultat assez faible et qui implique une société où les individus questionnent l'autorité, en comparaison avec des pays où un résultat serait plus élevé, où la population respecterait davantage la hiérarchie. La deuxième dimension traitée ici est l'individualisme versus le collectivisme. Dans cette dimension, on dégage la prédominance du « je » versus le « nous » et ça nous informe sur le degré d'autonomie de l'individu par rapport au groupe, à quel niveau les individus s'intègrent et sont liés au groupe et socialement. Les États-Unis ont obtenu un score de 91. On sera peut-être pas étonné de voir un résultat aussi élevé pour les États-Unis. Résultat qui démontre que l'individu se place toujours au centre de l'intérêt. Aux États-Unis, nous sommes donc dans une société très individualiste par rapport à d'autres pays qui auraient obtenu un résultat plus bas, qui serait une société beaucoup plus communautaire où chacun se préoccupe des uns des autres. Alors, la troisième dimension, la masculinité versus la féminité, c'est une dimension qui indique la division et la séparation des rôles des sexes dans une société. Ça nous informe sur les facteurs sociaux prédominants, les facteurs émotionnels versus les facteurs factuels. On voit ici pour les États-Unis un résultat de 62%. Donc, les États-Unis demeurent tout de même une société qui est toujours assez compétitive. Par contre, il serait intéressant de voir l'évolution de cette dimension-là au fil des dernières décennies. À l'inverse, si on avait une société qui pencherait plus vers la féminité, ce serait la qualité de vie qui importerait et une préférence pour la collaboration plutôt que la compétition. Je laisse maintenant la parole à ma coéquipière Geneviève qui va poursuivre avec les dimensions et qui fera une comparaison entre les résultats obtenus pour les États-Unis et pour le Canada. Merci Anne. Je vais donc continuer avec la quatrième dimension, qui est le contrôle face à l'incertitude. Le contrôle face à l'incertitude, c'est la façon dont les membres d'une société abordent le risque. Est-ce que la société préfère la prise de risque ou si celle-ci préfère mieux éviter le risque et être en contrôle? Les États-Unis se retrouvent sous la moyenne avec un score de 46. Il est donc possible de dire que les États-Unis ont un certain degré d'acceptation pour une nouvelle idée, une certaine volonté à essayer de nouvelles technologies ou même de nouvelles pratiques d'affaires. Toutefois, ils peuvent avoir une certaine résistance au changement, contrairement aux pays qui ont un score élevé à cette dimension. De plus, les États-Unis ont besoin de règles et de formalités afin de mieux structurer leur vie. Les pays ayant un score faible sont des pays qui sont souvent moins innovateurs que les pays ayant un score élevé. Le Canada a 48, donc il n'y a pas d'énorme différence entre le Canada et les États-Unis pour cette dimension.
Pour la cinquième dimension, l'orientation à long terme. L'orientation à long terme est la manière dont la société maintient certains liens avec son propre passé tout en gérant le présent et le futur. Les États-Unis ont un score bas de 26. C'est donc une société qui aime la tradition et qui redoute les changements sociétaux. Les entreprises américaines mettent beaucoup d'emphase sur la performance à court terme. D'ailleurs, les profits et les pertes sont étudiés de façon trimestrielle. Le bas score peut également s'expliquer par le fait qu'une grande majorité des Américains ont des idées très définies de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Les sociétés qui scorent fort sont par contre des sociétés qui prônent l'éducation moderne afin de se préparer au futur. Ce sont des sociétés qui ont une approche davantage pragmatique et sont des sociétés orientées par les récompenses futures. C'est donc très différent des États-Unis qui sont axés vers des récompenses immédiates. Le Canada a un score de 36, ce qui fait qu'elle est également une société normative, tout comme les États-Unis. Le Canada tient donc à ses traditions et à la recherche de résultats rapides. Pour ce qui est de la sixième et dernière dimension, le plaisir, la modération, l'indulgence, c'est le degré à laquelle les individus d'une société suivent les normes sociétales strictes ou si ceux-ci essaient de satisfaire librement leurs besoins fondamentaux. Plus cette dimension est faible, plus la société est capable de contrôler ses pulsions. Ils ont tendance à se restreindre et à réguler leur gratification, et donc plus cette dimension a un score élevé, plus cette société accorde de l'importance au temps libre. Or, les États-Unis ont un score d'indulgence de 68. Toutefois, si nous confondons ce score à l'orientation à long terme, qui aide à définir la société américaine comme une société normative, il y a une certaine contradiction. Alors, celle-ci pourrait s'expliquer par le fait que la société américaine se définit comme work hard, play hard. Ce qui peut être résumé d'une certaine façon que plus on travaille fort durant la semaine dans notre travail, plus on est capable de profiter de nos loisirs. Le Canada a le même résultat. Toutefois, certains auteurs ont remarqué une différence entre le Canada anglophone et le Canadien francophone. Donc, comme on a pu observer, il n'y a pas d'énorme différence entre le Canada et les États-Unis pour les dimensions culturelles de Hofstede. En effet, 3 dimensions sur 6 ont des scores égaux ou presque. Il y a seulement 3 dimensions qui ont une différence d'environ 10 ou 11 points, ce qui n'est pas vraiment énorme. Pour ce qui est de la dimension individualiste, le Canada a 11 points de moins que les États-Unis. Il est donc possible que le Canada ait une culture un peu plus coopérative que celle des Américains. C'est un petit peu la même chose pour ce qui est de la masculinité. Le Canada est 10 points en dessous des États-Unis. Donc, c'est une société moins axée sur la performance, mais sans être pour autant dans la grande coopération. Pour ce qui est de l'orientation à long terme, il y a également une différence de 10 points. Donc, le Canada est un peu plus axé vers le long terme que les États-Unis. Toutefois, ça n'est pas une énorme différence. Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, chaque pays et culture a ses forces et faiblesses. Pour ce qui est des États-Unis, ses forces, c'est que comme c'est une société qui est axée sur l'individualisme et la performance à court terme, cela va favoriser l'autonomie. D'ailleurs, chaque employé va bénéficier d'une formation individuelle spécifique, car chacun va avoir ses objectifs à atteindre et sa propre façon de performer. Pour ce qui est des faiblesses, comme ce n'est pas une société qui est axée vers la coopération, les gens vont être beaucoup moins portés à donner de la rétroaction et à s'entraider. Ensuite, comme mentionné, plutôt les sociétés qui ont un faible score en incertitude vont être moins innovateurs que les pays qui ont une forte tolérance à l'incertitude. Finalement, comme c'est une société qui est axée sur les résultats à court terme, cela amène une sécurité d'emploi plus précaire. Je passe maintenant la parole à mon collègue Steve. Tout d'abord, qu'est-ce que la culture? Rares sont les concepts ayant fait autant l'objet de redéfinition que celui-ci, car la culture est une création profondément humaine, et ce qui est humain est toujours difficile à baliser. Nous nous arrêterons toutefois sur la définition de Hervé Carrier pour encadrer la vision de la présente partie. La culture, c'est tout l'environnement humanisé par un groupe, c'est sa façon de comprendre le monde, de percevoir l'homme et son destin, de travailler, se divertir et d'exprimer sa vision par les arts, de transformer la nature par ses techniques et ses inventions. La culture, c'est la mentalité typique qu'acquiert tout individu s'identifiant à une collectivité, et c'est le patrimoine humain transmis de génération en génération. La culture américaine, elle, est de base anglo-saxonne. Dû à son origine britannique, les vagues consécutives d'immigration et la mixicité des différents peuples, la culture américaine a servi de creuset multiculturel où tout le monde affiche sa différence, à l'exception d'une chose, la fierté d'être américain. La culture américaine, c'est avant tout le triomphe de l'individualisme et de l'autonomie. Tous veulent suivre leur propre chemin et arriver au sommet, d'où la célèbre maxime du rêve américain. En effet,
La vision est que peu importe qui vous êtes, si vous êtes ambitieux, opportuniste et travaillez fort, vous aussi vous pourrez avoir votre manoir au soleil et votre voiture de luxe. Cette vision, même si elle est aveugle aux différents facteurs socio-économiques, guide nombre d'Américains dans leur façon de vivre, héritage de l'esprit de conquête de la frontière sauvage au temps du Far West. La culture américaine, c'est également celle de la globalité. Après la Première Guerre mondiale, nombre de troupes américaines rassuraient les populations civiles à l'étranger avec du chewing-gum et des boissons Coca-Cola. Détail anodin, mais annonciateur de ce que serait l'importance de la diffusion de la culture américaine dans le monde. Aujourd'hui, personne ne peut nier l'importance des symboles américains dans leur vie de tous les jours, un phénomène que nous pouvons appeler la Coca-Colanisation. Ici, différents symboles de la culture américaine sont présents à l'écran. L'industrie du film hollywoodien a longtemps défini la vision du monde américaine par des récits cinématographiques souvent ethnocentristes se déroulant devant leurs yeux. Disney, qui était autrefois un simple studio d'animation, est aujourd'hui le plus grand empire médiatique que l'humanité n'a jamais vu. McDonald's et les autres fast-foods ont changé les habitudes de vie de millions de personnes à travers le monde. Les marques des grandes compagnies américaines font maintenant partie du paysage dans nombre de pays. Maintenant, penchons-nous sur la relation qu'a les États-Unis avec son voisin du Nord. Dans l'univers des relations internationales où rivalité, antagonisme, relations multipolaires basées sur la méfiance abondent, il est extrêmement rare de voir deux États ayant une relation aussi amicale et profonde que le Canada et les États-Unis. Qualifiés par plusieurs de relations spéciales, ces deux pays partagent la plus grande frontière au monde et un historique de cohabitation du continent des plus pacifiques. En effet, aucune guerre, hormis celle de la guerre de 1812 entre Britanniques et Américains, n'a entaché les liens très forts entre ces deux pays. Mettant de côté les relations diplomatiques, les similitudes culturelles entre les deux peuples abondent. Tous deux provenant de l'immigration européenne majoritairement anglo-saxonne, Canadiens et Américains possèdent tous deux une langue anglaise, un héritage semblable et des référents historiques semblables. Arrivés sur le nouveau continent, rencontre des peuples autochtones, jusqu'au crash de 1929, les guerres mondiales, la guerre froide, etc. Il serait également intéressant de remarquer la grande mixicité culturelle des deux pays. S'il est en effet difficile d'ignorer le léviathan que représente la culture américaine, le Canada réussit tout de même à tirer son épingle du jeu chez les voisins du Sud. En effet, Canadiens baignent littéralement dans des médiums américains. Hollywood, Netflix, jeux vidéo, séries à grand déploiement, multiples courants de musique, architecture, publicité, mode vestimentaire. La liste s'allonge à la quasi-totalité de la consommation canadienne. Par contre, nombre de producteurs et figures de ce contenu culturel américain provient subtilement du Canada lui-même. Prenons par exemple quelques célébrités, Jim Carrey, Céline Dion, Elon Musk, etc. Bref, Canadiens et Américains profitent d'un contenu culturel commun provenant sensiblement d'une source commune. Une exception, s'il en est une, est le cas du Québec. Si la belle province partage une très grande quantité de faits communs mentionnés ci haut, son héritage francophone la détache légèrement du Canada et des États-Unis pour plutôt partager des référents culturels avec l'Europe, plus précisément la France. Je passe maintenant la parole à Claude, qui vous présentera des faits américains pouvant vous surprendre. Nous aborderons maintenant 3 réalités susceptibles de surprendre un expatrié canadien devant être déployé aux États-Unis. Tout d'abord, le droit de port d'armes à feu, ensuite l'absence d'obligation de porter secours, puis l'usage de tests de consommation d'alcool et de drogue. Dans le cas d'un gestionnaire de ressources humaines canadien expatrié aux États-Unis, il est probable que celui-ci soit confronté à une dualité d'opinion concernant la légitimité du port d'armes à feu. La question de la légitimité du port d'armes à feu se révèle être d'intérêt dans un contexte personnel, mais il se peut que cette réalité intervienne aussi en milieu professionnel. Que l'un soit favorable et considère légitime le port d'armes ou qu'un autre s'y oppose fermement, le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique demeure. Ce dernier confère le droit à tout citoyen américain de détenir et de porter des armes. Il s'agit alors d'un aspect légal susceptible d'être à traiter dans le cas où un individu souhaite porter une arme à feu lors de ses fonctions professionnelles. Par exemple, le président actuel Donald Trump a soulevé la possibilité d'armer les enseignants afin de freiner les tueries dans les écoles. Une telle proposition suppose qu'une adaptation des ressources humaines à ce nouveau contexte serait nécessaire. Ce faisant, le responsable de ces ressources humaines aurait à traiter avec des individus potentiellement en faveur
et d'autres exposant de la réticence à l'intégration des armes, dans la mesure où il n'y accorderait pas une légitimité suffisante pour que l'acceptation morale soit ressentie. Ce cas-ci relève des ressources humaines dans un milieu scolaire, mais tout individu américain pourrait faire valoir sa volonté de porter une arme dans le cadre de ses fonctions, peu importe le domaine concerné. Il est alors intéressant de souligner que près de la moitié des États ont des lois dites « Bring Your Gun to Work » qui permettent aux employés de porter des armes à feu jusqu'au stationnement de l'organisation et de les laisser dans leur valise de voiture, alors que certains États comme l'Ohio, le Texas et l'Alabama permettent aux employeurs d'autoriser les armes au sein de l'établissement de travail. Les employeurs peuvent en effet choisir d'autoriser le port d'armes au travail, tant que cela est cohérent aux lois locales et d'État de l'endroit où se situe la succursale. Pour les employeurs, qui eux se positionnent en faveur de l'interdiction du port d'armes à feu au travail, ils doivent s'assurer de ne pas soustraire les employés de leur droit d'entreposer leurs armes dans leur véhicule personnel, dans la mesure où une telle juridiction s'applique à l'État. Un autre élément de contexte légal différenciant les contextes canadiens et américains susceptibles de surprendre un Canadien expatrié aux États-Unis et plus particulièrement un expatrié provenant du Québec est l'inexistence, dans plusieurs États des États-Unis, de l'obligation de porter secours. En effet, la législation fédérale canadienne promeut la loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose et le gouvernement québécois témoigne de l'obligation légale de porter secours à travers la Charte des droits et libertés de la personne. Ainsi, alors que tout individu est tenu de porter assistance à une personne dont la survie est en jeu en sol québécois, à moins de mettre soi-même en péril sa propre survie, et que la loi du bon samaritain protège ceux qui portent secours à autrui quant à la responsabilité des dommages qu'une intervention peut provoquer, à moins de fautes intentionnelles, il en va autrement pour les États-Unis. Les gens hésitent alors parfois à porter secours à un blessé aux États-Unis par crainte d'aggraver son état et de faire l'objet de poursuites en dommages, ce qui est pertinent à garder à l'esprit tant pour le contexte personnel que professionnel. En effet, sous la juridiction du droit commun, donc dans la plupart des États, les individus n'ont généralement pas de devoir d'aider ou de secourir autrui, et ce, même en situation d'urgence, à moins d'être la source du danger, d'avoir entrepris des gestes de secours ou bien d'entretenir avec l'individu en danger une relation spéciale. La relation employeur-employé est comprise dans la catégorie de relation spéciale. Cet élément est essentiel à connaître avant une expatriation aux États-Unis. Aussi, quelques États tels que le Wisconsin, le Minnesota, Rhode Island, la Californie et la Floride font exception, alors que la législation oblige de porter secours dans certains contextes spécifiques. Par exemple, au Rhode Island, un individu qui sait qu'une personne est victime d'une agression sexuelle, d'un meurtre ou d'un vol armé et qui est présent lors de l'infraction est dans l'obligation de la rapporter à une autorité policière, sans quoi il s'expose à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 6 mois ou à une amende allant de 500 à 1000 $. Par ailleurs, les tests de drogue sont utilisés depuis de nombreuses années aux États-Unis, notamment grâce à 2 législations du gouvernement états-unien, soit le Drug Free Workplace Act de 1988 et le Federal Workplace Drug Testing Programs, qui visent à combattre l'usage d'alcool et de drogues illicites parmi la main-d'œuvre. Un sondage gouvernemental réalisé par le département de santé et des services sociaux des États-Unis a d'ailleurs permis de relever que, en 1997, environ 49% des employés questionnés rapportaient l'usage de tests de consommation de drogue dans leur milieu de travail. Ce dernier élément soulève l'aspect usuel relié à l'usage de tests de drogue réalisés envers les employés de certaines organisations aux États-Unis. Il s'agit d'une autre intervention polémique en termes de légitimité, mais le gouvernement américain confère aux organisations le droit, de par la législation en place, de procéder à des tests d'utilisation de drogues illicites auprès de ses employés. Cela peut servir entre autres pour déceler des dépendances aux drogues susceptibles d'avoir un impact négatif sur le rendement au travail des employés, par exemple par une augmentation de leur taux d'absentéisme lié à une dépendance. Un gestionnaire des ressources humaines pourrait alors être appelé à intervenir dans un contexte de test d'usage de drogue. De telles démarches permettent d'identifier s'il y a une présence, parmi les ressources humaines, d'individus consommant de la drogue. Des étapes subséquentes à une telle identification pourraient être l'accompagnement de ces personnes vers un processus de désintoxication, à moins que les résultats soient expliqués par des prescriptions médicales. Ces démarches sont sensibles de par l'implication d'aspects de confidentialité des individus et par la polarisation quant à la légitimité perçue en rapport à la pratique de tests d'usage de drogue auprès du personnel.
Nous vous avons aujourd'hui proposé un bref survol d'éléments servant à vous préparer par rapport à votre expatriation aux États-Unis. D'une part, l'analyse dyadique par la théorie d'Hofstede a permis de relever que les facettes culturelles des États-Unis s'avèrent être globalement similaires à celles du Canada. En effet, les écarts de pointage observés pour les 6 facettes se situent toutes entre 0 et 11 points. Le plus grand écart de score est de 11 points et correspond à la dimension de l'individualisme, qui est supérieure aux États-Unis. Par rapport aux 6 dimensions culturelles, il s'agit donc de celles se distinguant le plus de ce qui est relevé du Canada. Somme toute, les réalités canadiennes et états-uniennes sont marquées par différentes similitudes, dont notamment une ressemblance dans leur vision ethnocentrique nord-américaine. D'autre part, nous avons soulevé certains aspects légaux pouvant surprendre un expatrié canadien et dont la légitimité de mise en application est polémique. Il importe finalement de garder à l'esprit que le territoire états-unien est vaste et que ses réalités sont diverses en fonction des États qu'il compose, mais surtout qu'il s'agit d'un pays qui regorge de possibilités. En tant qu'expatrié canadien amené à œuvrer aux États-Unis, vous avez tout à gagner à prendre connaissance de la réalité de ce pays avant même votre arrivée, afin de mieux comprendre votre milieu de vie futur pour mieux adapter vos attitudes et comportements de manière à en retirer une expérience optimale. Merci pour votre écoute et bonne continuité dans vos projets à l'étranger.